Donc merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu ce panel. On va trouver maintenant un autre panel où on va parler de l'IA et la sécurité. Donc pour cela, je vais appeler le docteur Laure Bourgois, experte en intelligence artificielle, le professeur Jean-Gabriel Ganassia et donc le professeur Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur à la Sorbonne et qui est extrêmement reconnu au niveau mondial dans l'intelligence artificielle puisqu'il fait partie des 100 meilleurs de la planète. Et enfin, pour la fin, Jean-Pierre Laos de la Louvière, le président d'Ifutura. On peut les applaudir quand même pour... Donc on parle beaucoup de cybersécurité, de sécurité et de l'IA au service de la cybersécurité. Donc Laure, tu vas présenter un PowerPoint et elle va vous expliquer quelque part un peu ce que c'est que l'IA. Mais avant ça, je voudrais que Jean-Pierre, tu nous définisses un peu la cybersécurité, que tu nous vulgarises tout ça, pour qu'ensuite Laure puisse prendre le relais. Oui, bonjour à tous. Merci Jérôme. Alors, en deux mots, je me présente rapidement, si tu permets. Ifutura, nous sommes une association professionnelle qui regroupons les acteurs du numérique autour du document et de la data. Et nous regroupons des organismes français, mais également africains, puisque nous avons Guindé 2000, qui est une société sénégalaise. Nous avons le CONIA, donc, du Togo, de notre ami le docteur Malik Mouzou, qui est d'ailleurs dans le conseil d'administration d'Ifutura. Et nous avons une société au Congo, Luc Dimbazi, qui est le conseiller du Premier ministre. Alors, la cybersécurité, c'est l'ensemble des moyens qui vont être utilisés pour assurer la sécurité de l'informatique, des réseaux et des données informatiques, aussi bien des États, des entreprises que des individus. Donc ça, c'est très important. Donc, il faut assurer la protection et l'intégrité des informations, des données, qu'elles soient sensibles ou non. Alors, les données sensibles, c'est par exemple les données de santé, savoir qu'est-ce que vous avez comme problématique, qu'est-ce que vous avez comme médicament, etc. Les États sont très friands de ce type d'informations parce que ça va les permettre de vous cibler, peut-être au niveau de ce qu'on va pouvoir vous faire ou vous embaucher ou pas, et ça va permettre peut-être de fabriquer des médicaments en voyant qu'il y a par exemple beaucoup de maladies dans tel domaine ou beaucoup de problèmes. Est-ce que tu veux que je continue ou bien on laisse... Écoute, soit on fait... parce que le but, c'est... Ils ont des présentations et après on rentrera dans les questions des publics aussi. On échangera entre vous trois. J'aurai des questions à vous poser après les présentations. Ça te va comme ça? Alors peut-être parler simplement des attaquants, oui, pour que les personnes savent. Donc on parle de cybersécurité. Qui sont les attaquants de la cybersécurité? Les États. Vous avez bien vu avec par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie attaque l'Ukraine, l'Ukraine attaque la Russie, mais la Russie attaque aussi les États pour déstabiliser au niveau des élections. Donc vous avez les États qui attaquent, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que la Russie, par exemple, et la Chine. Tous les États attaquent tout le monde, les autres États, que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre, j'imagine la Côte d'Ivoire, ont leur réseau de cyberattaquants. Vous avez les mafias. Aujourd'hui, l'argent qu'on retire des cyberattaques commence à être plus important que l'argent de la drogue. Et c'est beaucoup moins risqué, puisqu'on peut être un cyberattaquant dans un pays X et attaquer une société dans d'autres pays très facilement. Je vais vous donner, pour terminer, Jérôme, après je laisserai la parole, parce que je pense que c'est intéressant, le nombre de cyberattaques. Je vais vous donner quelques chiffres. En France, alors vous savez qu'il y a eu les Jeux Olympiques en juillet, l'année dernière, il y a eu 4 milliards de tentatives d'attaque en France pendant les Jeux. Et avec 548 incidents, 160 sites ont été fermés parce que c'était alors des ventes de faux tickets ou des choses qui étaient anormales. Mais donc, ça, c'est pendant les Jeux. Autrement, vous avez à peu près un peu moins de 400 000 attaques cyber en France tous les ans. Et quelques exemples. Paris Saint-Germain Football Club, tout le monde le connaît. Le 3 avril, tentative d'intrusion sur la billetterie en ligne
et un potentiel vol des données personnelles. La Fédération française de football, le 21 avril, a eu une fuite de données. Vous avez Free, qui est un opérateur télécom, le 22 octobre, fuite de données de 19 millions d'abonnés. C'est-à-dire que toutes les informations qui ont été stockées sont prises. Ça veut dire qu'on va pouvoir vous envoyer des fausses informations, vous proposer des informations et vous allez télécharger sans le savoir sur votre téléphone par exemple. Et 5 millions d'IBAN. IBAN sont les informations bancaires donc de ces abonnés. Donc voilà, vous avez des lycées, vous avez des hôpitaux, vous avez des 800 services de l'État français en ligne par exemple. Vous avez des tas d'entreprises qui, certaines sont obligées de fermer parce que leur serveur est bloqué, parce que le temps de tout remettre en marche, d'abord ils payent une rançon très souvent. Donc c'est vraiment catastrophique la cybersécurité. Voilà, je laisse maintenant la parole. Donc le docteur Laure Bourgois, tu vas faire ta présentation. Je te laisse la place. Merci Jérôme. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici. Je remercie Konia, je remercie Jérôme Ribeiro, le docteur Mazlik Bouzou, ainsi que son Excellence le président de la République ivoirienne pour la tenue de cet événement. Donc très rapidement, je me présente Laure Bourgois, docteur en informatique. Donc docteur en intelligence artificielle, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est docteur en informatique, section 27 en France. Tout de suite, c'est beaucoup moins sexy en fait. Section 27 est spécialisée en intelligence artificielle et avec 23 ans, non, oulala, 25 ans d'expérience. Ça date. Alors, à force. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, surtout des chiffres pour bien fixer le paysage et la spécificité de la cybersécurité, différents types d'attaques en Afrique, spécialement en Afrique francophone. Vous pouvez prendre évidemment avec plaisir les slides en photo. À chaque fois, j'ai mis les sources, donc vous pouvez retrouver des rapports. Je cite aussi un rapport d'Interpol qui est très récent. J'ai essayé d'utiliser des chiffres très récents sur la cybersécurité. Alors, donc, l'IA au service de la cybersécurité en Afrique, le constat et de quoi parle-t-on pour la cybersécurité? On avait compris qu'il y avait la notion d'attaque, mais il y a aussi la notion de prévention, détection des risques et réparation. Comment faire pour réparer? On peut le faire avec l'intelligence artificielle qui permet premièrement d'industrialiser les attaques, mais aussi d'industrialiser la défense. Et je parlerai un petit peu plus d'IA générative. Et évidemment, je laisserai la parole à Jean-Gabriel Garnacia pour faire le tour et le panorama de tout ce qui est cyber et intelligence artificielle. Donc, quelques chiffres. Attends, comment on fait? Mince. Ça ne marche pas. Ah voilà. Donc ces chiffres, alors on voit pas la source, mais je pourrais vous communiquer la source. Du coup, vous avez un taux particulièrement, une prodigieuse accélération de la pénétration d'Internet en Afrique francophone en particulier, ce qui est vraiment génial en termes d'innovation, parce que ça permet de créer de nouvelles solutions, de nouveaux produits. On parle beaucoup d'innovation frugale. Et donc, quand je parle d'innovation frugale, c'est la frugalité, c'est vu comme au sens vraiment très positif, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs, les personnes présentes en Afrique qui vont créer les applications. Merci. Créer les applications qui sont adéquates par rapport à leurs besoins et non des applications créées par des élites qui ruisseleraient. Donc ça, c'est la première partie. C'est vraiment, il y a un côté très positif du déploiement des réseaux permettant de déployer Internet en Afrique francophone, mais aussi anglophone.
Donc, comme que vous pouvez voir, il y a une pénétration d'Internet qui est supérieure à 60%. Et de plus en plus, les utilisateurs et utilisatrices utilisent des téléphones portables. Donc pareil, j'arrive pas. Je sais pas, j'arrive. Voilà, d'accord. Mais la contrepartie de ces avancées, c'est qu'il y a une croissance. Excusez-moi, je m'avance parce que je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas ce qui est marqué. Il y a une croissance des attaques phénoménale. Alors, en particulier, c'est les chiffres, hein, je vous enverrai, si vous voulez, je vous enverrai les rapports. En particulier, vous avez un ransomware au Nigeria, c'est-à-dire que la ransomware, c'est on va bloquer un système d'information ou empoisonner des données, et en contrepartie, on va vouloir que, par exemple, un hôpital ou une organisation publique paye une rançon pour que les pirates, les attaquants, remettre à jour leurs données. Donc vous avez beaucoup d'attaquants, en effet. Et ça a un impact financier, c'est-à-dire que les entreprises, et donc là je parle au niveau du continent africain, payent en moyenne, donc ça va être des grands groupes, mais quand même, 3,43 millions de dollars. Et ça, c'est pour l'année seulement 2023, donc c'est des chiffres d'il y a 2 ans. Donc on peut imaginer que c'est une croissance qui va à la hausse, par définition. Alors le problème, c'est que pour le moment, il n'y a pas de loi contre la cybercriminalité. Donc je vous laisserai confirmer, ou infirmer en fait, hein, si jamais il y a une loi qui a été votée récemment. Et attention, 80% des ordinateurs personnels en Afrique contiendraient des virus. En particulier, je m'adresse à tous les jeunes et moins jeunes de cette salle. Faites attention aux IA génératives lorsque vous utilisez des outils pour générer des images. Quand vous téléchargez l'image, vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'image. Il peut y avoir un virus. Et donc, c'est des outils très intéressants, mais en effet, il peut y avoir un virus. Donc, il faut vraiment vérifier, se poser la question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de télécharger cette image? Est-ce que je ne pourrais pas la faire à l'avance? Si vous générez du texte avec les outils d'IA générative qui génèrent du texte, le risque est vraiment très limité. Mais il faut savoir que même sur les IA, certaines IA génératives, ça peut présenter certains risques et certains risques d'intrusion dans votre ordinateur. Alors, donc là, c'était des chiffres sur la collectivité mobile en Afrique subsaharienne. Et on voit qu'il y a une formidable croissance. Et les principaux défis et vulnérabilités qui sont liées à ces cyberattaques. Premièrement, il faudrait augmenter les mesures de sécurité pour prévenir et contrôler les risques. Donc déjà, premièrement, éviter de télécharger des images même issues d'IA génératives, puisque ça peut être des chevals de Troie, c'est-à-dire des virus qui vont s'intégrer dans votre ordinateur et qui vont commencer à toucher à certains registres de votre ordinateur. Donc faites attention quand vous téléchargez des images. Là, on parle plutôt d'ingénierie sociale, en fait. Évidemment, pas cliquer sur un lien, mais aussi faire attention aux IA génératives. Et le volet formation, on est bien d'accord que, et ça, je parle au niveau de la France, on n'a pas forcément aussi l'ensemble des compétences il faudrait renforcer de manière générale les compétences en cybersécurité, et c'est valable aussi en Afrique. Sur le côté juridique, il faudrait déployer des cadres juridiques et des plans d'initiative majeurs en cybersécurité. Et enfin, faire des ateliers de sensibilisation, en particulier auprès des jeunes qui vont utiliser massivement différents réseaux pour les sensibiliser aux risques. Et je n'y arrive pas. C'est un gag. Ah, voilà. Donc le dernier trimestre 2023, il y a eu 2164 attaques. Et vous avez surtout une
augmentation de 23% comparé à 2022 sur la même période. Tac. Ça marche pas. Hein. Maintenant, les différents types d'attaques. Vous avez des campagnes d'attaque, d'escroquerie aux ordres de virement. Vous avez du hameçonnage ou du phishing. Vous avez des rattaques par rançongiciel, des chevaux de Troie bancaires ou des voleurs d'informations, par exemple des informations concernant votre numéro de sécurité sociale, tout type d'informations confidentielles. Vous avez les escroqueries en ligne, la cyber-extorsion, le chantage, et vous avez aussi, alors c'est tout ce qui est cyber-attaquants sont en général très créatifs, et je me suis, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des grilles de fonctionnalités pour classer les kits de piratage. C'est-à-dire que les pirates non seulement attaquent, mais proposent des kits pour pirater, et on peut aussi comparer les différentes fonctionnalités. Donc il y a un véritable marché aussi par rapport aux pirates. Voilà, du coup, en Afrique, alors il n'y a pas, pour les tentatives d'escroquerie au FOVI, les faux ordres de virement bancaire, donc l'Afrique n'est pas forcément touchée, donc ça va. Hop, c'est 0,74. Et par secteur, oui, en particulier, vous avez les secteurs financiers. Et les attaques par rançongiciel, c'est-à-dire bloquer un système d'information et demander une rançon. Hop. Et voilà, ce que je trouve assez drôle, entre guillemets. Donc vous avez des kits de hameçonnage et on peut les comparer. Donc vous avez des modèles de sites, des modèles de courriels, des modèles d'identifiants. Donc il y a toute une économie souterraine qui s'est développée à travers le monde pour proposer des kits à des pirates. La source, c'est Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on peut se protéger. Et pour se protéger, il y a 3 propriétés à respecter, qu'un système d'information doit respecter. Donc premièrement, c'est la confidentialité des données. Deuxièmement, c'est l'intégrité. Troisièmement, c'est la disponibilité des données. Si vos données sont plus disponibles, même si elles n'ont pas été compromises, même si leur intégrité n'a pas été compromise, ça risque d'être compliqué. Alors, les propriétés sont assurées par prévention. Donc on peut faire de la cryptographie, on peut utiliser tout ce qui est système d'authentification ou à double, voire triple authentification. On peut créer des contrôles d'accès et on peut aussi faire des tests de pénétration, c'est-à-dire qu'il y a des hackers éthiques qui vont essayer de rentrer dans un système afin de démontrer est-ce que c'est possible ou pas possible. Et en particulier, j'attire votre attention sur tout ce qui est logiciel open source. En général, les logiciels open source sont moins attaquables que les logiciels type privé. Pourquoi? Parce qu'autour des logiciels open source, type Linux, alors premièrement, en général, ils sont gratuits, type Linux, mais vous avez une large communauté de développeurs qui vont tous les jours faire des systèmes d'intrusion. Et souvent, les systèmes open source sont largement utilisés par les États, car plus robustes aux attaques. Et par exemple, pour un système open source, on va mettre beaucoup moins de temps à détecter une faille. Alors, donc il y a différents types de détection de malware, d'intrusion, est-ce que quelqu'un s'est introduit dans mon système, détection d'anomalies, corrélation des alertes, puisque c'est pas parce que j'ai une alerte que mon système est totalement compromis. Et en ce sens, l'intelligence artificielle ou l'informatique avancée permet d'automatiser ces détections. Et une fois qu'on a détecté l'alerte, le but c'est de bloquer l'attaque. Et pareil, on peut utiliser des outils d'IA qui vont permettre de réagir très rapidement et ou de corriger le système. Donc pour résumer, il y a 3 temps dans la sécurité: prévention, détection, réaction, qu'on peut aussi implémenter par des mécanismes qui peuvent être physiques,
tout simplement. Tout simplement ne pas connecter certaines machines au réseau. Il y a certains endroits où j'ai travaillé où on avait différentes machines. Une machine connectée par Internet, une machine qui n'était même pas connectée à Internet. Des coffres forts et des portes blindées, en effet. Et attention, toute arnaque ne relève pas forcément de la cybersécurité. Par exemple, détection de fake news, à mon sens, ce n'est pas de la cybersécurité, même si il y a une vraie problématique, il y a un vrai enjeu. Détection de fake news ou de propos radicalisés, c'est d'autres technologies qui vont être mises en place, mais ce n'est pas de la cybersécurité. Et donc là, voici la liste de tous les domaines en informatique, donc dans lesquels c'est très porteur, vous pouvez vous former. Je vous propose et je vous suggère fortement de vous former, puisque en fait, il y a tout ce qui est innovation. Donc tout ce qui est innovation est rémunérateur si vous voulez devenir ingénieur ou ingénieure, en fait. Mais en fait, à quoi sert une innovation si le système s'est fait pirater? Donc ce sont des métiers qui sont en général très bien payés, et je vous encourage fortement à aller dans les métiers de la cyber. Alors, les solutions apportées par l'IA. Tac. Ça ne marche pas. Donc, ML pour Machine Learning ou apprentissage automatique. Donc, l'apprentissage automatique, c'est apprendre à partir des données. Ça permet de se défendre. Par exemple, détecter des anomalies. Un exemple typique d'anomalie, c'est si vous avez une transaction sur votre compte bancaire de 10 centimes. Donc, on peut mettre en place des systèmes qui vont surveiller le seuil des transactions, puisque une transaction de fonds bancaire de 10 centimes ou même de 1 centime, ce n'est pas normal. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un attaquant, c'est pas forcément, une personne qui est en train de prendre 1 centime à peut-être 3, 4, 5, 6 millions de personnes, et donc détecter toute donnée anormale. Pour cela, il faut avoir une base de données normales. Donc, il faut avoir fait en amont des études sur qu'est-ce qui est normal ou anormal. Et c'est là qu'on va avoir besoin de l'expertise métier, puisque l'informaticien ou l'informaticienne ne travaille jamais seul, mais déjà toujours en équipe et toujours avec des experts métiers. Classer les virus, les classer automatiquement, comprendre la spécificité de tel virus. Et LLM, donc Large Language Model, donc c'est les IA génératifs qui génèrent du texte. Attention, ces IA génératifs peuvent être aussi utilisés pour industrialiser les cyberattaques. Donc c'est une formidable avancée, les IA génératives, mais ça permet aussi d'industrialiser les cyberattaques. Et par contre, qu'un chatbot vous génère un discours haineux, c'est dommage. Donc il faut absolument que l'IA générative soit contrôlée, mais cela ne relève pas de la cybersécurité. Ou que votre chatbot vous propose un tutoriel pour générer une Kalachnikov ou une bombe atomique, c'est dommage, mais pareil, ce n'est pas de la cybersécurité. Voilà. Donc ça c'est pas voilà. Après, sinon on peut, pourquoi pas, proposer que les chatbots ne génèrent pas ce type de mode d'emploi. Mais à mon sens, c'est pas une intrusion dans un système. Alors. Donc, comment faire? Donc, pour détecter les anomalies, on va commencer par définir, parce que comment faire concrètement en fait? On va commencer par définir des KPI, des indicateurs clés, avec un ou plusieurs experts métiers. On va utiliser un ensemble de data.
Donc là, vous avez la problématique des datas, à qui appartiennent les datas, par exemple d'un système bancaire, s'assurer que les datas sont bien enfermées sur les bons serveurs. Et là, vous allez utiliser du machine learning supervisé, c'est quand on sait ce qu'on cherche, qu'on a déjà une classification des différents types d'attaques ou types d'anomalies. Ou non supervisé, c'est pour le cas où on veut faire face à des hackers ou hackeuses créatifs, c'est-à-dire que le propre du hacker ou de la hackeuse, c'est que c'est quelqu'un de créatif. Il invente en permanence des nouveaux virus pour essayer de rentrer dans les systèmes. Donc, et c'est là où on est obligé d'utiliser l'apprentissage automatique, machine learning en anglais, mais non supervisé. Donc non supervisé, c'est quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Et l'output, c'est pour identifier les cas de fraude. Et là, alors pour rentrer, donc j'ai mis une petite formule, c'est pour rentrer plus vite dans les détails. Imaginez que vous ayez, voilà, c'est la transaction de 1 centime. Donc est-ce que je vais pouvoir détecter, enfin un exemple, c'est détecter une donnée aberrante. Pour prendre un autre exemple, si vous avez une étude démographique avec la taille des différentes personnes, vous avez des pays où les gens sont plus ou moins grands. Par contre, si vous tombez sur une femme de 4 mètres, en effet, une femme de 4 mètres, normalement, n'existe pas. Donc c'est une donnée aberrante. Donc on peut transformer l'exemple de la femme de 4 mètres à un virus. Bon, je sais pas. C'est vrai. Du coup, pour continuer, je vois que ça les fait rire derrière. Pour continuer, la cybersécurité va évidemment avec l'analyse des données. Donc vous avez des données avec une gigantesque, beaucoup de volume. Donc c'est les données de type très volumineuses. Vous avez aussi d'autres types d'attaques. C'est avec des données où il va falloir réagir très très vite parce qu'on va devoir faire du temps réel. Donc on va devoir réagir très vite et comprendre en temps réel les différents types d'attaques. Donc c'est d'autres compétences. Et enfin, vous avez des données de type hétérogène où en fait on peut être attaqué par des images, par des vidéos, par des injections de prompts. Donc c'est des commandes qu'on va injecter dans un système. Et là, pareil, des outils d'intelligence artificielle permettent de traiter cette variété des données. Hop. Et enfin, hop, je ne veux pas embêter, mais juste, je voulais revenir sur un peu les IA génératives pour comprendre comment ça marche. Des IA génératives de texte, c'est en fait, comment ça marche le principe? Ça permet de produire une distribution de probabilité sur la séquence de mots. Par exemple, ici, en raison de la grève, Pierre est arrivé en retard, en général, en retard. Et donc, les systèmes de langage vont prévoir avec un différent seuil la possibilité du prochain mot. Et ici, pareil, alors là, je me suis inspirée de l'exposé de Frédéric Alexandre, qui est directeur de recherche. J'avais assisté à son exposé en juin 2023. Premièrement, il y a une prévision du prochain mot. Et deuxièmement, comme pour, par exemple, cette bande dessinée connue, comme pour les Schtroumpfs, on va avoir un certain nombre de mots, on va avoir des phrases avec des trous dans les phrases. Et donc, à partir du contexte, on va essayer de trouver le meilleur mot. Et donc là, je ne vois pas ce qui a marqué, parce que j'ai toujours pas mes lunettes, mais on va pouvoir schtroumpfer le contexte. Donc, ça marche pour le langage, mais ça marche aussi pour la génération d'attaques. Et ça permet une sorte de créativité auquel le hacker ou la hackeuse n'aurait pas pensé tout seul. Brièvement, pour montrer comment marche un modèle de langage, j'ai un input, donc un prompt, génère-moi une attaque, ou génère-moi une défense, c'est mieux, génère-moi une attaque.
il a un certain nombre de modèles de machine learning, il a tout un tas d'exemples d'entraînement d'attaques, par exemple, et de proche en proche, il va tester toutes ces attaques et il va raffiner au fur et à mesure afin de générer la meilleure attaque ou la meilleure défense possible. Et vous avez aussi, parce que c'est du semi-automatisé, vous avez aussi des personnes ou un ensemble de règles, mais qui ont été codées par des humains, qui vont nous dire ça c'est une attaque, ça c'est pas une attaque. J'ai vraiment fait j'ai vraiment schématisé au maximum. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Bon, on peut l'applaudir. C'était un peu trop technique quand même, hein, mais on peut le remercier. Ah, il y avait les tableaux, j'ai eu peur. Hein. Ça va, vous avez compris ou pas? J'entends pas. C'était un peu technique? Ah non, mais il y en a un qui travaille en cybersécurité, là. Bon, super. On va avoir l'honneur maintenant du professeur Ganassien qui va nous faire sa présentation. Donc Jean-Gabriel, je te laisse... Comment on fait là pour faire défiler? Ah d'accord, il se cachait. Donc bonjour, merci de cette invitation à cette table ronde sur IA et sécurité. Je vais essayer de parler à la fois IA et sécurité en évoquant alors très rapidement les questions de cybersécurité, car elles ont été très très bien traitées par Laure, et puis d'autres questions de sécurité. Alors voilà le petit, je veux dire, en 4 temps, je vais essayer d'être assez rapide pour qu'on puisse avoir un temps beaucoup plus long pour la discussion. Donc avec cette image que j'adore, hein, du film, hein, sur les barbouzes. Hein. Donc, il y a sur la cybersécurité, il y a au service, hein, de la prévention. Et puis ensuite, ce qu'on va voir, c'est que l'IA peut avoir un rôle dual, à savoir qu'elle peut, au contraire, poser un certain nombre de problèmes. Et puis, deuxième chose, on verra non plus la cybersécurité, mais la question de la sécurité publique. Comment est-ce que l'IA peut être au service de la sécurité publique? Et bien sûr, en sens inverse, quels sont les problèmes que ça pose. Et en fait, je vais surtout parler des problèmes que ça pose. Et puis, je voudrais terminer par la notion de trace. Parce que, bien sûr, l'intelligence artificielle est en mesure d'analyser des sommes considérables de traces, ce qui a beaucoup d'avantages, mais ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. Alors, première chose, donc, il y a pour la cybersécurité, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les menaces cyber sont nombreuses, elles sont complexes, hein, c'est exactement ce qu'on a vu. Hein, et le but, c'est d'utiliser les technologies d'intelligence artificielle pour identifier, je le répète, hein, et ça a été bien dit, mais je crois que c'est vraiment important, hein, identifier les anomalies, les incidents, hein, les analyser et y répondre. Alors, on peut imaginer en particulier que l'apprentissage machine peut être utilisé dans ce contexte-là, ça a déjà été vu. Par exemple, la détection de spam, hein, c'est très ancien, vous voyez que ça remonte à 2002. Hein, la détection par apprentissage, hein, des courriels, la détection d'intrusion, vous voyez que ça commence extrêmement tôt, en 1990, hein, c'est quelque chose d'ancien. Hein, et puis l'émergence de détection à large échelle, et puis la détection de maliciels, hein, qui ont été, alors ce qu'on appelle les maliciels, ce sont tous ces programmes avec des noms extrêmement variés, hein, qui ont été mentionnés tout à l'heure, comme les chevaux de Troie, les vers, etc. Hein, tout ça, l'intelligence artificielle peut nous rendre un certain nombre de services. Application non seulement pour la détection, mais en amont pour la prévention. Donc, identification des faiblesses des systèmes avec des outils d'intelligence artificielle, des tests, hein, avec des données aléatoires, hein, et on essaye de regarder quels sont les comportements des systèmes avec ces données. Vous voyez, c'est un tout petit peu technique, je vous prie de m'en excuser, mais je crois que c'est intéressant de voir à quel point l'intelligence artificielle peut être appliquée dans ces domaines, détecter des intrusions, hein, avec des techniques. Alors, ce que je crois important de mentionner ici, c'est que l'intelligence artificielle est une discipline ancienne, hein, qui est née il y a bientôt 70 ans et qui a conduit à développer un nombre considérable de techniques différentes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des modèles de langage, de ChatGPT, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres choses, et en particulier des techniques que j'ai mentionnées tout à l'heure d'apprentissage machine, mais des techniques d'apprentissage machine, elles sont elles-mêmes extrêmement variées. Vous avez les techniques d'apprentissage sur les réseaux de neurones profonds, et puis les techniques
d'apprentissage par renforcement qui sont très très tôt, en 1959, et qui sont utilisés, vous voyez ici, pour faire des tests d'intrusion dans les systèmes. Et puis on peut aussi utiliser des outils d'intelligence artificielle pour analyser les rapports d'erreurs qui sont fournis dans les systèmes, et en particulier les techniques de traitement du langage naturel. Alors c'est juste pour vous donner un avant-goût de toutes ces choses-là, bien sûr. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais bien sûr, on risque de se faire manger aussi par l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je voulais proposer les technologies duales. C'est que ces outils d'intelligence artificielle sont utilisés non pas seulement par ceux qui veulent vous protéger, mais aussi par les attaquants. Et bien sûr, il y a un certain nombre de techniques. Donc, par exemple, génération de mots de passe automatique. Il y a des systèmes qui font ça, et puis au bout d'un certain temps, ils trouvent le bon mot de passe, avec, bien sûr, aléatoirement, mais pas seulement aléatoirement, avec des techniques un peu plus astucieuses pour arriver plus vite au mot de passe. Recherche de vulnérabilité avec des techniques d'intelligence artificielle, entre autres avec de l'apprentissage par renforcement. Tromperie et manipulation, alors ça, c'est le plus important. Et je crois que ça a été dit tout à l'heure, mais il faut insister sur le fait que on peut vous engendrer des textes qui ressemblent, par exemple des courriels, qui ressemblent à vos courriels, et qui s'adressent aux personnes comme si c'était vous, et qui leur demandent un certain nombre d'informations. Par exemple, écoute, j'ai vraiment un problème, tu peux me prêter ton mot de passe, par exemple. Et bien sûr, ça a comme conséquence des risques d'hameçonnage. Vous savez ce que c'est, le hameçonnage, bien sûr. Mais, et là, je crois que c'est la conclusion qui est importante ici, c'est que dans les systèmes informatiques, le maillon faible, c'est l'homme. Et donc, c'est bien sûr souvent lui qui est touché par les outils d'intelligence artificielle. On va essayer de le faire faiblir pour donner des mauvaises informations. Alors, on va continuer très rapidement. Donc, d'autres choses, c'est bien sûr toutes les fausses informations. Alors là, vous voyez, pour la sécurité, c'est pour la sécurité collective. Ce sont des attaques massives, des attaques avec des outils d'IA générative qui lancent tout un tas de messages et qui saturent totalement les réseaux. Et en France, le ministère des Affaires étrangères a mis en place une cellule pour essayer de nous protéger contre ces messages. Et en particulier, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de détecter les messages qui sont dupliqués, qui sont simplement du copier-coller, qui sont ensuite multipliés, ou alors des messages qui sont traduits d'autres messages. Et puis aujourd'hui, bien sûr, on peut fabriquer des choses de façon massive, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire du copier-coller, on peut générer automatiquement des messages qui ressemblent à d'autres messages. Et puis, on ne peut pas seulement faire ça, on fait ce qu'on appelle du profilage et du criblage. Alors, tout ça me conduit à aborder une deuxième question, qui est effectivement ce qu'on appelle les infox, le fait que dans la société contemporaine, il y a de plus en plus de fausses informations. Alors, vous allez me dire, c'est une vieille question, et je crois que ça a été abordé hier, je ne vais pas rentrer dans le détail. Lorsque on a eu une table ronde sur les questions de fausses nouvelles, on nous a dit c'est vieux comme le monde, et c'est vrai. Par exemple, dans l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est très très ancien, ça date je crois que c'était en Chine, c'était dans l'Antiquité. Et Sun Tzu dit, si on veut déstabiliser l'adversaire, il faut lui envoyer des messages qui sont erronés. Et lui-même, il dit, c'est très important, lorsqu'on reçoit des messages, de s'assurer que la source est correcte. Alors, bien sûr, tout au long de l'histoire, il y a eu tout un tas de techniques qui visaient à tromper les adversaires. Alors ici, je cite quelque chose, les libelles au XVIIIe siècle en France, les canards dans la presse, etc. Mais ce qui est important avec l'IA, ce sont trois dimensions nouvelles, qui sont d'une part le fait qu'on produit massivement et à un coût très faible, et on diffuse massivement tout un tas d'informations. Avant, il fallait des journaux, il fallait un organe de presse. Maintenant, n'importe qui de chez lui peut diffuser au monde entier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle la sémiotique, c'est que les images qui sont produites, ça ressemble à des photos. C'est ce qu'un
un philosophe américain appelle des indicines, c'est-à-dire que c'est comme ça pointe sur une réalité. Et donc on est vraiment troublé par ce genre de choses, parce qu'on a l'impression qu'on nous a donné une information qui est une vraie information. C'est pas la même chose que vous voyez qu'un tableau ou un graphique, parce que vous savez qu'il y a une personne qui a fait une caricature, et on sait qu'il y a un homme derrière, là on est un peu trompé. Puis la dernière chose, et alors ça c'est la chose la plus importante, c'est le profilage, c'est qu'on va envoyer les informations à des segments du public. Alors bien sûr l'aspect dramatique, c'est que dans les sociétés, on va avoir différents fragments du public qui seront sensibles à différents types d'informations et qui ne recevront que quelques informations, et donc on risque de ne plus se comprendre. C'est l'espace public qui risque de disparaître. Alors, je voudrais maintenant parler du deuxième volet, l'IA au service de la sécurité publique. Alors là, mais je ne vais peut-être pas parler, c'est en Chine, peut-être vous avez entendu parler du crédit social. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des techniques qui permettent avec l'intelligence artificielle, détecter le comportement des personnes. Par exemple, ici, alors vous allez voir, c'est une chinoise. Alors malheureusement, bon, je ne voudrais pas passer trop de temps, c'est un peu trop long, mais elle se lève à 6 heures du matin, et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle regarde sur son téléphone portable combien il lui reste de points sur son crédit social, ou est-ce qu'elle en a gagné. Alors, bien sûr, ça ressemble un peu à ce que font les élèves d'ailleurs dans les écoles, où ils regardent est-ce qu'ils ont eu des bonnes notes. Alors, bien sûr, ce qui est terrible, c'est que si on a un nombre de points qui est très faible, à ce moment-là, on a plein de problèmes. On ne peut plus aller à l'université, ces enfants ne peuvent plus aller à l'université, on ne peut plus voyager, etc. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'en parle, c'est que l'intelligence artificielle joue un rôle majeur, parce qu'il y a des caméras dans la rue, et ces caméras, elles vont permettre de repérer les personnes. Et par exemple, si vous traversez à un feu rouge, vous allez avoir un certain nombre de mauvais points, parce que vous avez mal traversé, vous avez traversé, enfin un feu vert pour les voitures, etc. Alors ça, c'est terrible. Alors moi-même, je suis allé en Chine l'an dernier, et ce que je veux vous montrer, c'est que l'intelligence artificielle, ça peut être très positif pour aider à assurer la sécurité publique. Vous avez d'ailleurs vu attends, je vais remettre bon, j'y arrive pas, peu importe. Mais en tout cas, ça peut être très positif parce que ça peut assurer la sécurité. Mais bien sûr, si on utilise trop l'intelligence artificielle, à ce moment-là, on limite considérablement les libertés individuelles. Alors, je suis allé en Chine l'an dernier, et là, je me suis rendu compte, bon, d'abord, il n'y a plus de billets de banque, vous ne pouvez plus payer avec des cartes de crédit, il faut payer avec des applications portables, vous n'avez plus de moteur de recherche, parce que, enfin, si vous en avez un, c'est Baidu, mais il faut connaître le chinois, et en quelques jours, on n'a pas le temps de l'apprendre, etc. Donc, vous voyez, on rentre dans des sociétés absolument terrifiantes. Alors, je voudrais terminer cette présentation par une notion qui est extrêmement importante, qui est la notion de trace. Alors, qu'est-ce que c'est que les traces ? Vous voyez, ici, ce sont des traces sur une voiture, mais bien sûr, ça peut servir à beaucoup de choses. Et vous voyez qu'avec le numérique, il y a de plus en plus de traces. En Chine, par exemple, vous voyez, on vous prend à tous les moments. Mais là, vous voyez, on prend les voitures dans la rue, on regarde leur vitesse, on regarde si elles sont correctes, etc. Ou on regarde quelles sont vos émotions. On peut trouver des traces à partir de vos empreintes génétiques, etc., pour savoir qui vous êtes. Alors, donc, on laisse des traces partout, à la fois consciemment, sur les déclarations publiques qu'on fait, sur les réseaux sociaux, consciemment, sans se rendre compte toujours des conséquences que ça peut avoir. Mais quand même, on est d'accord, on les a écrites. Mais il y a des traces qu'on laisse par devers nous. Par exemple, chaque fois que vous payez avec votre carte bleue, vous laissez des traces. Quand vous transportez, vous achetez des billets, vous allez en avion, vous laissez des traces. Les caméras de surveillance laissent des traces, alors elles sont présentes. Et puis alors, il y a aussi ce qui est inconscient. Alors là, c'est pire, parce que chaque fois que vous ouvrez votre téléphone portable, est-ce que vous vous êtes rendu compte que dès que vous l'allumez, vous allez être tracé, ou les courriers que vous envoyez, ou les cookies que vous envoyez. Alors, bien sûr, ces traces, elles peuvent avoir des applications très positives. Par exemple, vous voyez ici, tout ce qui est enquête policière fait appel aux traces. Ici, c'est Sherlock Holmes qui regarde les traces. Et l'intelligence artificielle joue un rôle important dans l'interprétation des traces. Mais, bien sûr,
alors on peut les utiliser dans d'autres domaines, par exemple la surveillance des patients, vous voyez, les objets connectés. Tout ça, ça fait appel à l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, ça contribue, ce que je dis, l'IA, ça assure la sécurité de la société. Et puis dans le domaine alimentaire, par exemple, on peut utiliser les traces pour détecter la présence d'allergènes, la teneur en glucides, etc. Tout ça est vraiment essentiel pour avoir une meilleure alimentation. Et puis on peut aussi détecter l'utilisation d'engrais, l'impact carbone, donc pour avoir une consommation alimentaire plus vertueuse. Mais je voudrais terminer en disant, et puis pour lancer la discussion sur cette notion de trace. Alors, je vais me permettre une espèce de petit jeu de mots. Trace, donc c'est un mot extraordinaire parce qu'il y a beaucoup d'anagrammes de traces. Alors, ces anagrammes de traces correspondent tous à un sens qui est lié à la trace. Le premier anagramme de trace est acté. Vous voyez que la trace, c'est quelque chose qui montre que vous avez fait quelque chose. C'est lié à l'acte. D'ailleurs, vous avez vu sur la voiture, il y a un accident. La trace, ça révèle ça. Mais c'est aussi l'anagramme de carte. Ça dresse une cartographie de votre comportement, la trace. Vous êtes d'accord avec ça? Et ça montre aussi, bien sûr, ce qui est important, les écarts à la trace. D'ailleurs, on l'a vu pour la cybersécurité, il faut mesurer les écarts, c'est extrêmement important. Et donc, la trace permet de détecter aussi les écarts avec quelque chose. Puis, j'ose pas le dire, mais la trace, justement, trop utilisée, ça a un côté terrible, ça vous castre. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes suivi en permanence. Vous êtes d'accord? Et puis, je voudrais alors terminer par le dernier, que vous ne connaissez pas, parce que c'est un mot français qui est peu utilisé, c'est le mot sacré. Vous savez ce que c'est le sacré? C'est un oiseau de proie. Alors il faut toujours se méfier, derrière les traces, il y a toujours des risques. Et je voudrais conclure là-dessus avec, voilà, la dernière diapositive. Vous savez ce que c'est ça? C'est Ésope. Vous connaissez l'histoire de la langue d'Ésope? Vous connaissez? Personne? Alors je vais vous la raconter quand même, et je vais retourner à ma place en vous la racontant. Ésope était un esclave dans l'Antiquité qui était extrêmement spirituel. Et son maître un jour lui dit, écoute, j'ai des invités de marque, fais-moi le meilleur repas du monde. Et là, il dit, pas de problème. Le maître lui dit, je te donne carte blanche. Je ne sais pas s'il y avait des cartes à l'époque, mais enfin, l'équivalent. Et ils arrivent, et il fait un repas, et la première chose qu'il donne en entrée, c'est de la langue. C'était pas mauvais, la langue. Ensuite, en premier plat, c'est de la langue. Bon. Ensuite, en deuxième plat, c'est de la langue. Le maître, il dit, c'est un peu monotone. En troisième plat, c'est de la langue. En dessert, c'est de la langue. Il dit, mais tu te fous de moi, je t'avais demandé le meilleur des repas du monde. Et il dit, mais oui, mais la langue, c'est la meilleure des choses au monde. Car c'est grâce à la langue que naît la société, que les hommes s'entendent, les grandes institutions sont liées à la... Vous êtes d'accord? La langue, c'est la meilleure des choses. Alors à ce moment-là, le maître lui dit, écoute, la prochaine fois, tu nous fais le pire repas du monde. Et là, 15 jours après, les mêmes invités arrivent, et là, il fait en entrée de la langue, en premier plat de la langue. Il dit, mais tu te moques de nous, la dernière fois, tu nous as dit que c'était la meilleure des choses du monde. Il dit, oui, la langue, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses du monde. Et bien, c'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est la meilleure et la pire des choses du monde. Et donc, essayons de faire en sorte que ce soit pour le meilleur et éviter le mauvais. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, l'IA et la sécurité, je vais reprendre ce que disait le professeur. On ne se rend pas compte, mais vous donnez accès à toutes vos informations lorsque vous utilisez le téléphone. Sur les réseaux sociaux, accès à la caméra, au micro, à toutes vos photos, à tout ce que vous avez à l'intérieur de votre téléphone. Que vous ne donneriez même pas à votre meilleur ami pour vérifier les messages ou autre. Donc c'est des prises de conscience, c'est l'éducation. Et quelquefois, vous mettez numériquement des numéros de carte bleue ou autres, des informations qui peuvent être utilisées contre vous. Donc on a Jean-Pierre Laos de la Louvière qui est avec nous, qui est le président de Futura, qui travaille sur les normes et les certifications. Pour nous, l'éducation, c'est primordial. Human AI, on en a fait... notre cheval de bataille, la sensibilisation, pour expliquer, parce que les gens n'ont pas conscience, et notamment sur l'IA et la sécurité, puisque vous êtes Futura pour les normes et les certifications, en Afrique, est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce que tu travailles avec des institutions africaines pour pouvoir mettre en place des systèmes
de normes et de certifications qui protègent les populations contre ça et sur des sensibilisations? Très bonne question, Jérôme. Malheureusement, alors en effet, Futura, nous participons à l'évolution des normes en France et en Europe. Je suis moi-même, je fais partie de différentes commissions, dont la commission cybersécurité. Et l'Afrique n'est pas vraiment consciente de l'importance des normes. Lorsque nous sommes au niveau ISO, donc au niveau international, chaque pays a le même poids. Donc lorsqu'on participe à des votes pour mettre en place l'évolution d'une norme, quelle qu'elle soit, ben nous disons à nos amis africains francophones, qui ont à peu près la même culture que nous, la même approche légale que nous, venez voter, pas forcément pour nous, venez voter, votre voix a une importance. Et très souvent, ils ne sont pas là. Donc moi, mon objectif, c'est de vous dire, participer aux normes. Alors si je reviens maintenant à la notion de cyber et IA, la cybersécurité, pour moi, repose sur des fondements très importants. D'abord, la prise en compte, la prise de conscience des États de l'importance de la cybersécurité. Tout à l'heure, on a parlé du législatif. Il est très difficile de mettre en place des lois concernant les cyberattaquants, parce qu'ils ne sont pas ici. Lorsque vous avez quelqu'un qui va voler, qui va violer, qui va tuer, ici en Côte d'Ivoire, la police va essayer de le trouver. Quand elle le trouve, va le poursuivre. Bon, c'est facile, il est ici. Lorsque vous avez affaire à un cyberattaquant qui peut faire d'énormes dégâts dans la société, il n'est pas là, on ne sait pas où il est. Donc c'est très difficile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des régulations qui vont permettre de protéger les États, les administrations et les personnes. Alors, je vais reprendre ma casquette normative. En Europe, nous avons mis en place, je vais vous en citer quelques-unes, et si vous voulez, ensuite, vous viendrez me voir. Les régulations vont améliorer la sécurité des systèmes d'information. Donc nous avons différentes normes. DORA, c'est la Digital Operational Resilience Act. NIS 2, qui est Network and Information Security Directive. Vous avez REC, Résilience des entités critiques, le Cybersécurité Act, le Cyber Resilience Act. Tout ceci, ce n'est pas fait pour pénaliser les organisations, mais pour les obliger, parce que malheureusement, quelquefois, il faut en passer par là, à faire notamment, par exemple, des déclarations. NIS 2 va dire, quand on parle d'un nombre de presque 400 000 attaques, c'est les attaques connues qui ont été déclarées. Vous avez peut-être 10 fois plus qui n'ont pas été déclarées parce que les gens ou les organisations n'osent pas en parler. Ça pourra leur faire de la mauvaise publicité. Donc il faut mettre en place des normes, des régulations pour que nous soyons tous protégés. Il faut ensuite, et là on va revenir à la partie formation qui est chère à nous, chère à Human AI, il faut former les organisations, ne pas répondre à n'importe quel email, ne pas répondre à n'importe quel SMS, etc. Mais il faut former les utilisateurs. Donc il y a une place énorme aujourd'hui dans la formation au niveau de la cyber et dans la formation des ingénieurs qui vont ensuite pouvoir être embauchés par les entreprises qui doivent les utiliser parce qu'ils sont obligés de se protéger. Là, je pense notamment à Orange qui est ici et qui doit sûrement employer un certain nombre d'ingénieurs dans ce domaine. Et donc les États, les entreprises, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important puisque ça intègre maintenant l'IA. L'IA va permettre d'augmenter la capacité des attaquants, mais d'augmenter la capacité des défenseurs. Donc un ingénieur qui est dans la cyber aura aucun problème pour se faire embaucher et pour être extrêmement performant et maîtrisera en même temps les outils actuels que sont l'IA. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour vous deux. L'IA, bon, c'est la puissance de calcul qui fait que ça a évolué aujourd'hui. Elle est au service de la cybersécurité, mais aussi des attaquants. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de protégé? Parce que les puissants, ils ont les supercalculateurs, donc ils peuvent casser ce qu'ils veulent. Il y a le quantique qui arrive, qui est 10 000 milliards de fois plus puissant que les ordinateurs de ce jour. Donc qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On se protège ou on ne se protège pas? Donc, il y a 2 points. C'est un peu la course des gendarmes et des voleurs. Donc, bien sûr, il est absolument indispensable de connaître les techniques qui sont employées
par les mafias, par tous ceux qui veulent tirer profit à leur avantage des attaques. Alors comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut savoir que ces personnes qui utilisent, qui font des attaques sont multiples. Ça peut être des États, ça peut être des mafias, ça peut être des groupes industriels aussi qui existent aujourd'hui. En interne aussi, un employé. Pardon ? En interne aussi, un employé. Ouais, tout à fait. Et donc, je pense qu'il est absolument indispensable qu'on développe des armes défensives contre ces différentes attaques. Et donc, pour ça, il faut les connaître. Donc ça c'est le premier point, et c'est un enjeu majeur, parce qu'on peut déstructurer un État extrêmement facilement. On a vu que certains ministères se sont fait attaquer dans certains pays. Il y a eu, je crois, dans notre pays aussi, enfin en France, il y avait les systèmes de santé hospitaliers, je crois. Exactement, des mairies et des systèmes hospitaliers. C'est dramatique, ça peut avoir des conséquences tragiques. Et effectivement, pour beaucoup d'entre eux, ils utilisent ces techniques pour obtenir des sommes d'argent. Mais il y a un deuxième point que j'ai essayé de mentionner et qui me semble crucial, c'est qu'il y a l'éducation. C'est ce que tu as rappelé, c'est vraiment central, parce que c'est le comportement humain qui est pour la plupart du temps responsable du succès de ces attaques. Et bien sûr, on travaille énormément là-dessus. Mais c'est très compliqué. Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille en ce moment avec une société qui vend des noms de domaine. Et ils veulent qu'on leur donne des outils pour les aider à se prémunir contre des attaques. Et bien sûr, quelquefois, vous avez une page, vous avez l'impression que c'est un nom de domaine, ça a l'air d'être le même nom de domaine, mais en fait, il y a une petite différence. Alors, par exemple, on met des caractères cyrilliques. Ça ne se voit pas, mais ça veut dire que vous allez être envoyé sur une page qui va contrefaire une autre page et qui va vous conduire à des mauvaises... à donner vos codes. Il m'avait donné des exemples, mais il y en a un que j'avais trouvé drôle, c'est qu'en français, il y a une banque qui s'appelle le Crédit Agricole. Et donc, il y a quelqu'un qui a monté une page avec le Crédit Abricole. Bien sûr, si on lit un peu vite, on ne s'en rend pas compte. Et on donne ses identifiants sur le Crédit Agricole. S'il n'y a pas d'abricot. Mais Jérôme, si tu permets, moi je vais faire une petite précision. Comment peut-on ne pas faire la guerre ? En étant fort, en s'armant. Donc la cyber, c'est pareil. Pour se protéger des cyberattaquants, il faut être fort et avoir des cyberdéfenseurs de plus en plus forts. Donc ne pas baisser les bras, mais au contraire, être de plus en plus fort. L'art de la paix, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Être prêt à la guerre. Oui, moi ce que je voulais ajouter, puisque ça a déjà été dit très clairement par mes deux collègues, ce que je voulais ajouter, c'est au niveau... donc, ils ont dressé au niveau des États, au niveau stratégique, mais au niveau individuel, il faut savoir que votre téléphone est en permanence géolocalisé. Ça veut dire que même si j'enlève la batterie, même si j'enlève la puce, c'est géolocalisé en permanence, en fait. Et donc... alors, vous n'êtes pas d'accord? Bon, d'accord, ok. Bon, ok. Donc, en tout cas, faites attention à la géolocalisation et utilisez un VPN. Faites attention aussi aux caméras, même aux caméras qui sont sur votre téléphone, en fait. Personnellement, moi, ça peut m'arriver de mettre un scotch, parce qu'en fait, tout simplement, on peut avoir certains virus malveillants qui prennent le contrôle de votre caméra. Donc du coup, je laisse la parole à Jean Gabriel pour corriger ce que je viens de dire, pour éclaircir, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je me suis peut-être trompée, ça m'arrive. Non, sur les téléphones portables, si vous avez votre géolocalisation activée, vous êtes activé. Si vous n'avez pas votre géolocalisation activée, vous êtes quand même activé parce que si vous êtes sur une cellule, si votre téléphone est ouvert, à ce moment-là, on sait très bien où vous êtes. Donc mais si vous éteignez votre téléphone, à ce moment-là, il n'y a pas trop de problème. Et puis, si vous avez vraiment peur, vous pouvez l'éteindre et vous pouvez le mettre dans une enveloppe métallique. Voilà, c'est ça, dans une cage de Faraday. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucun risque. Mais,
merci quand même de Laura, parce que c'est vrai que c'est important de prendre conscience de tous ces enjeux. C'est pour ça que j'ai parlé de la trace et du dernier anagramme de trace, qui est cet oiseau rapace, le sacré. Je pense qu'il faut avoir conscience des enjeux qu'il y a derrière. Pour donner des chiffres sur les attaques, 43% des PME sont attaquées. Quand une grande entreprise est attaquée, c'est des millions d'euros que ça coûte à l'entreprise. Quand une PME est attaquée, 60% ne survivent pas les 6 prochains mois. 60%. Donc vous imaginez. Et chaque fois, je vois même des amis, etc., me disent « Oui, mais Jérôme, ça ne sert à rien. » Justement, pour la question que je posais, les supercalculateurs, ils sont ingénieux, ils sont de meilleurs. On ne sera jamais assez protégé. Il faut quand même se protéger. Parce que la plupart des attaques, ce n'est pas forcément des génies. Ce n'est pas forcément des gens qui sont... On parle beaucoup des brouteurs ici aussi. Donc il faut changer cette image-là. Dans la Côte d'Ivoire, c'est hyper important que ces génies-là viennent dans le droit chemin, en gagnant de l'argent et en protégeant, plutôt qu'en attaquant. Et le facteur humain, on en revient au facteur humain. Hubert Reeves qui disait le PFH, le putain de facteur humain. Dès qu'il y a de l'humain, il y a des problèmes, et d'où l'éducation. Il y a aussi les attaques qui sont faites en interne par les employés. On n'en parle pas assez, mais il y en a de plus en plus, et c'est énorme. Et aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser, que vous compreniez que la cybersécurité, c'est un enjeu d'avenir déjà, pour votre avenir, parce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus demandé, et très peu sont protégés aujourd'hui. Donc, Laure, tu voulais rebondir sur ce sujet, et Jean-Pierre ? Oui, c'est important les chiffres dont tu parles. Il ne faut pas croire que si on est une petite société, une TPE, une très petite société, qu'on est à l'abri, parce que c'est que les gros qui vont être intéressants à attaquer. C'est pas vrai. Les plus petits sont très faciles à attaquer. Si demain j'attaque votre société, je bloque l'ordinateur et je vous dis maintenant, soit vous me donnez 1 million de francs CFA, 10 millions, soit vous perdez tout, beaucoup payent. Beaucoup payent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et en Afrique, il faut faire attention, il y a peu de sécurité. Vous n'avez pas toutes les régulations dont je parlais tout à l'heure, qui sont certes quelquefois lourdes, mais qui protègent. Donc il faut faire attention à ce que vous faites. Bien sûr, mettre en place un minimum des antivirus, mais faire très très attention à tout, se former, vous informer au minimum de ce que c'est et vous former. Et Jérôme, tu as un certain nombre de formations que tu proposes également dans ce domaine, mais ne croyez pas que c'est le jour où vous serez attaqué, vous allez perdre quelque chose, ça sera extrêmement... vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Laurent. Jean-Gabriel, le micro pour Laurent. Oui, donc très bien. Moi, je voulais partir aussi sur la question des femmes, donc qui sont malheureusement, alors je ne sais pas ici, mais qui sont malheureusement en France, on a apparemment, en ce qui concerne le harcèlement, donc harcèlement de manière générale, on a plus de 85% des femmes qui ont été harcelées, sans compter sans compter tout ce qui est le côté virtuel. Et ce qui est la réalité du monde, il y a des études dessus en fait, par déclaration, sachant qu'en général les personnes vont sous-déclarer le harcèlement parce qu'elles ont honte. Et ce climat de harcèlement qui est hérité d'une sorte de patriarcat se retrouve dans la sphère virtuelle. Donc là, je m'adresse en particulier aux jeunes femmes. Ne partagez jamais de photos, faites attention à votre caméra. Et pour preuve, il y a l'association en France qui s'appelle l'association Stop Ficha, qui avait trouvé un groupe WhatsApp avec 233 000 personnes résidant en France qui se partageaient des photos de mineurs, donc des photos volées via des caméras. Et donc c'était des personnes qui étaient susceptibles d'être victimes de chantage. Il y a certaines femmes mineures qui se sont suicidées. Donc l'association Stop Ficha, ce qu'elles ont fait, donc c'était des jeunes femmes pendant le Covid, elles se sont organisées et elles ont essayé de tracer, puisqu'en fait la trace est dans les deux sens, elles ont essayé de tracer ces cyberagresseurs. Donc, si jamais vous êtes victime de ce genre
d'harcèlement, qui peut aussi mener à une certaine forme de chantage et qui peut par exemple faire écrouler une organisation. N'hésitez pas premièrement à aller à la police, deuxièmement de contacter des associations, en particulier l'association Stop Ficha, parce que comme c'est sur internet, vous pouvez les contacter, et dont le but est de lister et de documenter toutes les atteintes à la personne, puisque le coût peut être financier, mais le coût peut être humain, et on a eu des effets dramatiques. Donc j'espère qu'il n'y a pas ce genre de phénomène en Côte d'Ivoire, mais au cas où ça vous arrive, allez à la police et contactez l'association Stop Ficha. Et je le répète, mettez un scotch sur votre téléphone et ne partagez jamais de photos de vous, en fait. Je suis très sérieuse. C'est important. En France, il y a une obligation quand on se fait hacker de déclarer. Mais beaucoup ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la perte de confiance des clients et ce n'est pas toujours bien signalé. Et comme le dit Laure, il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas parce qu'ils ont honte aussi. Et donc, il faut manifester tout cela parce que c'est hyper important pour comprendre les attaques et pour savoir qui attaque. Parce que si on ne le dit pas, ben forcément, ils gagneront encore plus et ça va les encourager à en faire plus. Donc, on va passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Madame l'hôtesse, derrière vous. Alors, c'est vraiment des questions, s'il vous plaît. Oui, après on fera mix une dame. Et voilà, il faut vraiment que ce soit des questions. Allez-y, je vous écoute. Je vais répondre à l'injonction et je vais poser une question. Déjà, je remercie les différents panélistes. Je suis Franck Bicpo. Je suis représentant de CMOA Côte d'Ivoire. Ma question est simple. Au niveau business, lorsque moi j'allais dans les marchés, par exemple, pour faire en sorte d'accepter un produit digital, je faisais en sorte de faire passer le côté fiable, c'est facile, ça permet de faire les choses dont on n'a pas l'habitude de faire. Il est évident que, après tous les anagrammes de traces que je viens d'apprendre, je ne vais pas présenter ça à mes clients. Cependant, c'est un risque avéré. Au niveau de l'entreprise, d'après ce que j'ai compris, on est trop petit. Donc, est-ce que, et c'est ça la question, est-ce que le point c'est de se réunir en groupe d'entreprises tech afin de pouvoir faire passer une régulation, donc et est-ce que le point c'est d'aller sur une règle tech pure avec des entreprises qui feraient du business sur ça, ou alors de faire la partie classique et d'aller sur la partie gouvernementale? Donc j'espère que j'ai répondu à l'injonction et que j'ai posé une question. Merci. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris vraiment votre question. Le gouvernement est là pour mettre en place des régulations. Alors, si possible au niveau de la sous-région, en France et au niveau européen. Cette régulation, Jérôme parlait tout à l'heure, les entreprises ne déclarent pas les fraudes auxquelles elles ont eu affaire. Or, il y a un organisme en France qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, qui est en gros le gendarme de l'Internet et du numérique. Donc, une régulation a été mise en place qui s'appelle NIS2 et qui oblige maintenant 90% des entreprises à déclarer lorsqu'elles sont attaquées. Et si elles ne le font pas, elles risquent des pénalités jusqu'à, je crois que c'est 6 ou 8% de leur chiffre d'affaires mondial, un peu comme pour le RGPD. Et ça va même plus loin, le responsable, le chef d'entreprise, peut être poursuivi également. L'objectif n'est pas de pénaliser, mais c'est vraiment de faire prendre conscience que la lutte contre les hackers, contre les pirates, est une lutte de tout le monde, de tous instants. Donc ici, je ne sais pas quel est l'équivalent que vous avez au niveau de l'ANSSI. Qu'est-ce que vous avez comme régulation ici? Et si vous n'en avez pas, il faut demander au gouvernement de le faire. Ça fait peut-être partie, Jérôme, de la loi, future loi qui sera mise en place. Et en tout cas, au niveau entreprise, il n'y a pas de petite entreprise au niveau des hackers. Je dirais qu'à la limite, une petite entreprise, je vais la hacker très facilement. Donc, quand vous êtes une entreprise, faites attention à sauvegarder, faites attention à mettre en place les outils nécessaires au niveau de votre serveur, au niveau, si vous êtes dans le cloud, ce sera peut-être plus facile parce que les clouds sont plus protégés. Mais donc, tout le monde doit être conscient de la problématique que cela pose
et des risques que vous encourez, aussi bien au niveau personnel, là on en a parlé tout à l'heure, un des exemples, mais au niveau de nos entreprises, où là, c'est catastrophique, parce que ça peut nous faire perdre notre entreprise et les emplois que nous avons. Oui, je crois qu'il est quand même important de répondre à la question qui nous a été posée. Donc, il y a effectivement au plan national, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement incite les entreprises à avoir un comportement qui respecte un certain nombre d'étapes, etc. Mais la deuxième question que vous posiez, je trouve, enfin la question que vous posiez est très intéressante d'un autre point de vue, parce que ça a un coût. Et ce coût, bien sûr, les entreprises sont réticentes à le dépenser. Et donc, effectivement, je crois qu'il est important peut-être d'avoir des groupes d'entrepreneurs qui comprennent les dangers, les conséquences que ça peut avoir et qui, bien sûr, ensuite décident d'investir dans chaque entreprise sur les questions de sécurité. Et vous voyez, c'est comme dans beaucoup de domaines, on oublie parce que le danger nous semble peu présent. Par exemple, vous voyez, avant le Covid-19, en France, on avait des masques et puis on a dit ça sert à rien, et puis on a jeté tous les stocks de masques, et ensuite on s'est rendu compte que c'était important. Donc c'est vrai que je crois qu'il faut qu'il y ait une réflexion permanente, et c'est ce qu'on appelle c'est les contrefactuels. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose ne vous est jamais arrivé que ça peut pas arriver. Et souvent d'ailleurs, le danger, et c'est d'ailleurs la particularité avec les dangers informatiques, c'est que c'est en général ce qu'on n'a jamais vu qui est problématique. C'est-à-dire les virus qu'on a toujours vus, on a des antivirus, mais justement c'est le nouveau virus qui va être extrêmement problématique parce qu'il va vous paralyser le temps qu'on l'identifie, qu'on trouve le nouveau virus. Donc tout ça, je crois que ça fait partie des réflexions qu'il faut avoir, et je suis d'accord avec vous, je pense que c'est bien d'avoir des groupes de réflexion entre les services de sécurité informatique des entreprises pour qu'ils prennent conscience ensemble et qu'ils en fassent prendre conscience leur direction. Il y avait une dame qui voulait poser la question. Oui, Fabienne. Allez, vous pouvez vous lever, la dame qui posait la question? Ben oui, c'est Fabienne. Bonjour. Merci beaucoup de me donner l'opportunité. Ça fonctionne? Voilà. Okay. Faut le mettre plus près. Merci. Merci de me donner l'opportunité de poser ma question. Professeur, vous avez mentionné, si on utilise trop l'IA, on limite la liberté individuelle, si j'ai bien compris. Et ma question est, quelles sont les mesures de protection que vous recommandez pour que l'utilisation de l'IA ne porte pas atteinte aux libertés individuelles? Alors, c'est une question à laquelle il est extrêmement délicat de répondre, car, donc, comme vous l'avez vu, l'intelligence artificielle nous offre énormément d'opportunités. Ça permet effectivement de surveiller l'espace public. Vous avez vu la diapo, je montrais un vol de sac à main, ou la surveillance des parkings, etc. Et donc l'IA peut nous aider de ce point de vue-là. Mais en même temps, ça peut être utilisé par un gouvernement autoritaire pour contraindre la population. Et au moment du sommet de l'intelligence artificielle, il y avait un certain nombre, en France, vous en avez entendu parler, je suppose, il y a peu de temps, il y avait des événements satellites. Et l'un de ces événements satellites portait sur IA et démocratie. Alors, bien sûr, on peut se demander, est-ce que l'IA affecte la démocratie? Et bien sûr, le risque, c'est que l'IA conduise à restreindre nos libertés individuelles. Et il y avait sur une des tables rondes une dame qui avait, peut-être vous en souvenez, elle a été élue présidente de Biélorussie. Elle s'est présentée à la place de son mari qui avait été mis en prison. Et elle est venue donc elle a été obligée de s'enfuir de Biélorussie, sinon elle risquait d'aller en prison. Et c'était très émouvant parce qu'elle est venue sur la scène avec la photographie de son mari qui était en prison, parce qu'elle s'était présentée à sa place. Et elle nous a dit, vous voyez, vous parlez de IA et démocratie, moi je vais vous parler de IA et dictature. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Comment l'intelligence artificielle peut être mise en place, mise au service d'un pouvoir extrêmement autoritaire, en suivant à la trace
tous les individus, et que dès que quelqu'un a un comportement qui n'est pas conforme ou qu'il tient des propos qui ne sont pas dans la ligne officielle, et bien à ce moment-là, il peut être attaqué et mis en prison. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose, il faut le revendiquer extrêmement fort. Et malheureusement, c'est une question politique. Hein. On n'a pas de limite à ça. Puis la deuxième chose, hein, et moi j'avais écrit un article là-dessus, c'est IA et citoyenneté. C'est-à-dire qu'il se peut aujourd'hui qu'avec les outils d'intelligence artificielle, vous ayez, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, une fragmentation de l'espace public, c'est-à-dire qu'il y a différentes communautés qui ne se comprennent plus parce qu'elles ont des informations différentes. Et donc à ce moment-là, bien sûr, ça risque de distendre les liens entre les personnes de la société et ça peut conduire, je crois, à des débordements, enfin en tout cas au moment des élections, à un certain nombre de problèmes. Il est extrêmement difficile, bien sûr, de faire ça. C'est-à-dire que d'un côté, on veut qu'il y ait une certaine liberté d'expression, mais en même temps, la liberté d'expression, hein, ce n'est pas de dire tout et n'importe quoi. Hein, il faut quand même que ce que l'on dit se rattache à la vérité. Sinon, ben, on peut raconter, on peut avoir, je crois, ça peut avoir des conséquences tout à fait tragiques. Oui, moi je voudrais rebondir également là-dessus. L'IA n'empêche pas la liberté. Je prends un couteau, le couteau peut me servir à tuer, il me sert à découper ma viande. Donc qu'est-ce que je vais en faire de ce couteau? Là, c'est pareil pour l'IA. L'IA, c'est un outil. Par exemple, si je prends mon téléphone, la machine à calculer qui est dedans, il y a une IA. Alors, ce n'est pas une IA générative, mais c'est une IA. L'IA, elle est partout. Ce sont des programmes, ce sont des algorithmes. Le problème, le mot intelligence est complètement faussé. Ce sont des algorithmes informatiques qui existent. Les IA génératives sont plus performantes, sont différentes et posent le problème du modèle auquel que l'on veut suivre. Vous avez le modèle chinois, dont tu as parlé tout à l'heure, qui restreint vos libertés, et vous avez le modèle américain, qui est un autre modèle, où là, vous n'avez pas, elles ne restreignent pas vos libertés, mais elles ponctionnent énormément de choses. Bon, nous, en Europe, nous essayons de mettre en place un autre modèle qui est plus proche du modèle américain, mais qui également prend en compte la démocratie et les libertés individuelles. Après, c'est à chacun de le faire. Et l'on retombe encore avec votre question sur deux points fondamentaux. La personne, l'être humain, c'est à vous de décider de ce que vous voulez dans votre société. Alors, individuellement, c'est peut-être difficile, mais par groupe, par vos votes, etc., les pressions que vous mettez sur vos politiques, donc ça, c'est la première chose, et par la formation, vous allez avoir, vous, vos enfants. Si vous avez un outil que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas utiliser, hein, si je n'ai pas de fourchette et de couteau pour manger, on ne m'apprend pas, quand je suis petit, à les utiliser, je vais manger avec mes mains. C'est peut-être intéressant dans certains cas, mais aujourd'hui, il le faut. Donc, enfin, il faut avoir des outils, donc couteau et fourchette. Là, c'est pareille. Ces outils sont extrêmement performants, ça va très vite en termes d'évolution. C'est votre responsabilité de parents, d'être humain, je dirais d'une manière toute simple, de vous éduquer vous-même et vos enfants, et donc de faire des formations. Une autre question? Oui, là-bas. Là-bas, à droite. Levez-vous, parce que comme ça, on vous repère plus facilement, s'il vous plaît, pour les hôtesses, quand vous avez des questions. Et merci pour vos brillantes contributions. Un petit truc sur lequel j'ai juste voulu revenir, qui pourrait, hier par exemple, ça pourrait prêter à confusion. En fait, dans le domaine de la sécurité, qui peut trouver un petit sens et pour lequel on pourrait trouver des collaborations qui soient intéressantes. C'est-à-dire, on a eu au cours de nos recherches, de nos exercices, à indiquer aux robots, par exemple, qu'il y a sur la place publique, dans le cadre de la sécurité, il y a là des icônes en blanc, il y a des cônes en noir. Et on a donné instruction aux robots avec la programmation de l'IA, comme instruction, il faut cibler les blancs.
Alors, comme on était dans un contexte de sécurité, cibler pour lui a signifié tuer. Voyez-vous, il y a eu ce biais cognitif-là. Et on s'est dit, effectivement, avant que ça n'entre beaucoup plus l'IA, avant que l'IA ne soit beaucoup plus exploitée dans le domaine de la sécurité, cela a demandé un travail en profondeur, qu'il faut faire des propositions pour voir. Alors pour moi, comment le professeur en matière de sécurité pourrait parvenir à nous aider à surmonter ce genre de situation? C'est ça ma question. Merci. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, parce qu'on a donné une information qui était ciblée les blancs et le robot aurait interprété ça d'une mauvaise manière. Hein. Mais à ce moment, bien sûr, c'est parce qu'on a mal programmé. Hein. C'est toute la difficulté que l'on a avec les automatismes. C'est de faire en sorte que les ordres humains soient traduits d'une bonne façon. Donc ça, c'est le premier point, je crois, qui est extrêmement important. Hein, c'est qu'on ait des machines qui soient à notre service, hein, et qu'on soit toujours responsable en tant qu'homme du comportement de la machine. Mais il se peut très bien que ces robots deviennent d'une telle complexité qu'on ne saisisse pas l'enchaînement de causes entre l'information qui est donnée et le résultat, et que le résultat soit catastrophique. Et donc ça, je crois que ça fait vraiment partie d'enjeux majeurs. Alors, de mon côté, disons, comme je m'intéressais à ces questions-là, j'ai travaillé sur l'introduction de prescriptions morales à l'intérieur des machines. Est-ce qu'on peut, avec des outils d'intelligence artificielle, faire en sorte que la machine, dans certaines situations, sache, par exemple, elle ne doit pas tuer, hein, éventuellement avec des exceptions très particulières. Et donc c'est un peu ce type de questions, bien sûr, qu'on se pose, hein, entre autres dans mon équipe. Ce sont des questions vraiment importantes, mais je crois que le plus important, c'est que ce soit toujours l'homme qui soit au centre du dispositif. Alors, bien sûr, je voudrais quand même, en même temps, pour que vous compreniez bien la complexité du problème, vous donner un exemple. Dans le comité d'éthique du numérique, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est remarquable, hein, et qui travaille avec des médecins. Et il a dit, on va introduire une notion qui est la garantie humaine, à savoir que chaque décision prise par la machine doit être garantie par un médecin. Alors, je suppose que vous êtes tous d'accord avec cela. Et il y a dans ce même comité une collègue que j'aime beaucoup et qui est extrêmement fine, avec qui je travaille beaucoup, et qui travaille à l'ONERA, Office national sur l'aéronautique, de recherche sur l'aéronautique. Et elle dit, mais l'homme n'est pas une garantie. Parce que l'homme fait des erreurs de temps en temps. Et alors, vous savez que dans le domaine aérospatial, c'est extrêmement important parce qu'on s'est rendu compte, avec les études rétrospectives des accidents, que la plupart du temps, ils étaient dus au fait que c'était des hommes qui avaient pris le contrôle à un moment donné. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le conflit d'autorité. Comment faire pour savoir, dès le départ, quelles sont les situations où il faut toujours que la décision soit certifiée par un homme, ou les situations où, à certains moments, compte tenu des difficultés qu'on peut rencontrer, de l'affolement, hein, à ce moment-là, c'est bien sûr l'automatisme qui doit primer sur l'homme. Donc vous voyez, tout ça sont des questions passionnantes, des questions extrêmement difficiles, hein, et c'est toute l'étude des facteurs humains qui est, je crois, cruciale aujourd'hui pour assurer la sécurité des systèmes informatiques, et en particulier ceux qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais d'une manière générale, vous posez un point fondamental qui est l'éthique. Doit-on introduire l'éthique dans les algorithmes que nous développons ? L'armée, par exemple, les armées aujourd'hui utilisent de plus en plus d'intelligence artificielle. Vous voyez avec les conflits entre l'Ukraine et la Russie, les drones sont de plus en plus intelligents, l'intelligence artificielle est de plus en plus performante et utilisée. Et l'armée française a une éthique
parce qu'elle utilise également, elle développe également, elle pense à l'homme augmenté, elle pense à énormément de choses avec l'utilisation de ces outils. Mais jusqu'à quel point doit-on aller, ou jusqu'à quel point, comme tu disais, doit-on laisser un contrôle final à l'être humain? Donc ce sont des problématiques extrêmement importantes. Encore faut-il se les poser, parce que vous avez certains qui ne se les posent pas et qui disent moi je développe et j'en ai rien à faire et je dois être efficace et performant et c'est tout. Une dernière question. Après, on va passer à vos conclusions. Bon, on va passer à vos conclusions. Donc, on va donner la parole aux dames d'abord. Oui, merci. Merci pour les questions d'une grande qualité. Moi, comme conclusion par rapport à la cybersécurité, donc je voulais rappeler les mesures préventives à mettre en œuvre, mais aussi tout le champ des possibles qui peut s'ouvrir à vous, jeunes et moins jeunes, pour se former dans le domaine de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, mais aussi peut-être de la sociologie, de l'ingénierie des menaces, comprendre les menaces, etc., sachant que les équipes de défenseurs et de défenseuses ne travaillent jamais seuls. Souvent, c'est un travail d'équipe. C'est des métiers qui sont très, très intéressants, qui permettent de toujours se cultiver, s'amuser, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser à essayer de trouver des parades, parce que moi, je vois le travail aussi comme une partie de stimulation intellectuelle. Et je pense que pour votre avenir, c'est vraiment très important. Et voilà, je finirai là-dessus, que c'est bien sûr qu'il y a des risques, mais c'est un formidable domaine pour se former et se former de manière rigoureuse. J'insiste là-dessus, se former de manière rigoureuse, bien comprendre et le côté technique, mais aussi un petit peu les concepts afin de pouvoir répondre au mieux aux enjeux, et sachant que c'est des techniques qui sont en constante évolution, donc vous devez vous maintenir en permanence à jour. Et même si vous ne voulez pas vous former à ces techniques, c'est intéressant de s'informer sur les dernières avancées, les dernières menaces. Et voilà. Merci beaucoup, docteur Bourgois, Laurent. Professeur Jean-Gabriel Ganassier. Je vais être rapide. Il y a 2 points qui me viennent en tête pour conclure cette table ronde. La première, c'est les nouvelles vulnérabilités. Avec l'intelligence artificielle, avec le numérique, nous entrons dans un monde qui est différent de ceux qui ont existé dans le passé. À certains égards, il est plus sûr. On peut vérifier un certain nombre de choses si on compare à ce qu'a été la vie de nos parents, de nos grands-parents. Elle était plus difficile, mais à certains égards, il y a aussi de nouvelles vulnérabilités, et je crois qu'il faut être extrêmement attentif à ça. Et moi, je me souviens qu'il y a un certain nombre d'années, j'avais écrit un livre dans lequel je m'intéressais au rôle que prenaient les nouveaux acteurs dans le numérique. Et je disais, ils veulent assumer à la place des États un certain nombre d'attributs de la souveraineté. Alors j'avais pris ce qu'on appelle les attributs régaliens, c'est-à-dire la justice, la diplomatie, la finance. On sait qu'en finance, par exemple, Google aide les États à détecter pour les traces où il y a de nouvelles monnaies, par exemple, etc. La justice, bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais il y avait un attribut de la souveraineté qui me gênait, c'était la défense. Et je me disais, on n'imagine pas des chars Google dans la rue. Et là, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué, oui, mais il y a des acteurs privés qui, aujourd'hui, voudraient utiliser des outils pour faire des attaques informationnelles. Parce que ce que je n'avais pas réalisé, c'est que moi, j'avais l'idée classique que la guerre, c'était 3 armes. C'était air, terre et mer. Et je n'avais pas réalisé qu'aujourd'hui, c'est air, terre, mer et éther, c'est-à-dire le cyberespace, et que là, ce sont effectivement de nouvelles formes de guerre qui existent là-dessus. Merci. Le mot de la conclusion de la fin, Jean-Pierre. Après, on en aura fini. Alors, je crois je vais faire un peu dire ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire que la formation, mais je rajouterai les régulations. Donc, il faut qu'elles existent pour que vous puissiez avoir un parapluie
et former. Vous formez pour vous-même, vous formez pour vos enfants, vous formez pour leur permettre d'avoir des nouveaux métiers. L'IA est quelque chose de fantastique, mais doit être maîtrisé par des gens intelligents qui ont été formés et non pas par des abrutis qui vont faire n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Merci. Donc ça en est fini. Pour conclure, le facteur qui est le plus prédominant, c'est l'humain. Hein. Donc il faut l'éduquer, il faut lui expliquer, il faut le sensibiliser, il faut de la bienveillance et il faut expliquer que le chemin de la malhonnêteté ne paie pas. Il faut montrer pourquoi on peut faire des choses belles tous ensemble et que l'IA soit au service de l'humanité. Donc je vous remercie, on va faire la photo, vous pouvez les applaudir et merci beaucoup en tous les cas à vous. Et on se donne rendez-vous demain à 9h pour le début d'autres panels, de l'éthique notamment et la gouvernance.